bienvenue. Eh ben... Rapprochez-vous. Et on a également parmi nous 3 étudiants qui vont poser des questions à la fin de notre échange. Ah oui, alors je vais changer de siège, on est un peu loin là. Je vais me rapprocher. Bienvenue. Donc, je vais vous représenter Amina Zidani, boxeuse havraise, sacrée 5 fois championne de France en le domaine amateur, et Mid, musicien d'origine lilloise, qui est également producteur et ingénieur du son, signé sur le fameux label Headbanger. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Très bien. Alors, ensemble, on va parler pendant une demi-heure du rôle moteur des collectivités territoriales dans le domaine de la culture et du sport et savoir comment celles-ci vous ont aidé et vous ont soutenu, tant humainement que financièrement, aujourd'hui et à vos débuts également. On va déjà commencer cet échange en vous demandant tout simplement qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier, cette vocation, elle est venue d'où? Peut-être Amida d'une rencontre avec un boxeur ou une boxeuse de ton quartier ou mythique, et Mid avec peut-être une salle de concert ou un musicien lillois. Honneur aux femmes. Donc moi, c'est pas du tout par une rencontre avec une personne que je connaissais. Je suis tombée sur des vidéos de Leila Ali, qui est la fille de Mohamed Ali. Et puis j'ai vraiment adoré le charisme qu'elle dégageait sur le ring. Et j'ai tout de suite voulu essayer, étant donné que plus jeune, j'avais fait des sports de combat, donc du karaté. Et là, j'ai voulu m'y mettre pour essayer ce nouveau sport. Et j'ai tout de suite accroché. Et de là est partie l'aventure. C'était un coup de cœur. Et toi, Mid? C'était aussi une vidéo. Moi, j'avais acheté un DVD de Fatboy Slim, qui est un grand musicien électronique anglais. Et je l'ai vu, cette personne mixer devant 200 000 personnes sur une plage à Brighton. Et quand j'ai vu ça, cette énergie et aussi ce que me procurait la musique, il fallait que j'essaie, il fallait que j'ai moi-même des platines, que j'ai économisées. Que j'aille à Brighton, en tout cas que j'aille sur une plage. Et en fait, je me suis mis à mixer dans ma chambre. Et puis voilà, à Lille, petit à petit, en 10 ans plus tard, je fais de la musique. Merci. Alors, on va revenir aux collectivités. Donc, justement, quel soutien vous avez reçu en local au tout début de votre carrière? Est-ce que ça a été des rencontres humaines déterminantes, des associations, des salles, conservatoires, écoles de musique? Moi, au début, c'était surtout... J'avais une facilité d'accéder aux salles, de par des salles qui étaient dans tous les quartiers. Mais sinon, au début, je n'ai pas reçu spécialement une aide particulière. J'étais comme tous les jeunes, on avait accès à tous les sports et c'était accessible, que ce soit financièrement ou par rapport à la distance. Donc c'était accessible financièrement, tu dis, tu t'es trouvé un club rapidement dans ton quartier? C'est ça, oui, j'ai pu faire du basket, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la boxe et tout était accessible, il y avait des aides qui étaient mises en place, enfin tout était bon pour la pratique sportive. Et toi, Mid? Ce qui était bien, moi il y avait Lille qui était capitale de la culture en 2004 et qui déjà envoyait un message aux jeunes qui était que la culture c'est important en fait. Et ce qui était très agréable, c'est que le monde de la culture à Lille et le monde de la musique étaient très accessibles. C'est-à-dire c'était pas uniquement des artistes, des énormes artistes qui venaient, qui jouaient, on allait les voir. En fait, il y avait plein de petites bars, de salles de concert et il y a pas mal de SMAC dans la région lilloise. Il y en a à Lille, il y a l'Aéronef. On peut rappeler ce qu'est une SMAC? Une SMAC, c'est une salle de musique actuelle, c'est une salle de concert gérée par la mairie, et qui est en fait financée et qui organise des concerts. Donc c'est souvent des salles très bien équipées, qui ont un bon son, qui sont grandes. Et vu qu'ils n'ont pas économiquement, ils ont des subventions. En fait, ils accueillent des artistes en résidence. Ils accueillent des artistes en résidence et surtout ça permet d'avoir une programmation plus pointue et un peu moins axée sur l'argent. Par exemple, un club privé, il va parfois préférer faire venir un artiste qui ramène beaucoup d'argent, qui va vendre des bouteilles comme dans un club. Là, en fait, ça permet d'avoir une programmation plus pointue. Et nous, par exemple, moi, dans mes premiers gros concerts, je parle genre plus de 500 personnes, ça va être dans une SMAC à Lille, je me souviens, quand j'ai 18 ans et je fais la première partie d'un artiste parce qu'ils mettent en avant les artistes locaux et c'est souvent des gens qui sont acteurs de la scène culturelle locale et qui sont contents de mettre en avant ces artistes-là. Et alors, tu as fait la première partie de qui à tes débuts? À mes débuts, j'avais fait la première partie d'une artiste qui s'appelle M.I.A., qui est énorme maintenant, oui. Mais qui à l'époque, elle venait dans la SMAC, c'était au Grand Mix à Tourcoing. Okay.
Et alors, donc, Amina, tu es une sportive de haut niveau aujourd'hui. Et concrètement, quand tu as commencé à te faire remarquer, j'imagine que tu avais des talents plus importants que tes collègues, ton club de boxe a permis concrètement de mettre à ta disposition des moyens, j'imagine, financiers, techniques, logistiques et humains. Concrètement, qu'est-ce que ça a été ? Mais en fait, aujourd'hui, la difficulté pour tous les sportifs de haut niveau, c'est d'arriver au statut de sportif de haut niveau. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas tous les moyens et on ne croit pas très souvent en nous. Et moi, ça a été le contraire parce que j'ai mon club qui a cru en moi et j'ai également ma ville qui m'a soutenue parce que dès le début, on a eu des facilités à obtenir, par exemple, quelque chose qui peut paraître très simple mais qui a été très décisif dans ma carrière, c'est d'avoir un trafic ou d'avoir un moyen de transport, une voiture. Oui, c'est ça, une voiture. Et du coup, ça nous a permis vraiment de se déplacer dans toute la France pour faire des combats. Donc tous les week-ends, j'étais quelque part. J'étais à Saint-Étienne, en Île-de-France, en Bretagne. Et c'est ce qui m'a permis de progresser très rapidement. Le fait de boxer assez souvent, je mettais en pratique ce que j'apprenais à l'entraînement. Et comme je vous disais, j'ai progressé très rapidement et j'ai pu atteindre le haut niveau et être championne de France. Et à l'époque, tu étais scolarisée, donc concrètement, ils ont dû t'aider aussi à pouvoir te libérer de tes engagements. Oui, exactement, scolaires. j'étais étudiante et du coup, ce qui a été mis en place, alors que je n'avais pas encore le statut de sportif de haut niveau, c'était que mon lycée me laisse quitter l'école un petit peu plus tôt et de rattraper les cours, bien évidemment, par la suite, pour pouvoir assister aux entraînements et être préparée pour le jour du combat. Alors là, on est encore à Lille, on est au Havre, mais alors vient la question épineuse de la centralisation de la culture et du sport. Parce que maintenant, je sais que tu habites à Paris. Amina, tu m'as dit aussi que tu as fait une formation à Paris. Donc, vous avez dû déménager à un moment donné pour vous rapprocher d'une scène ou d'un vivier d'artistes ou de sportifs. Pourquoi partir à Paris ? Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure, par exemple, Amina ? À un moment donné, j'ai dû aller à Paris car j'ai été appelée par l'équipe de France pour être en internat, donc à l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Donc l'INSEP, c'est l'endroit où il y a tous les meilleurs sportifs français. Donc comme je te disais, Abigail, on peut y croiser très facilement Teddy Riner au Self le midi ou tous les grands sportifs d'athlétisme ou de natation. Et j'ai envie de vous dire que l'INSEP, c'est un endroit très important et où tous les sportifs passent obligatoirement. Et donc, j'ai dû y aller pour progresser, pour voir autre chose et tout simplement pour m'installer plus dans ma catégorie. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de progresser plus vite aussi. Tout en restant en contact avec ton club de cœur. Oui, évidemment. Je rentre déjà tous les week-ends, je rentrais au Havre. Et puis, avant des compétitions nationales comme les championnats de France, ils nous laissent en général quelques semaines avant revenir au club pour renouer un petit peu avec l'entraîneur de base. Merci. Et toi, Mid, à quel moment tu as pris la décision de partir à Paris ? Et est-ce que, en tant que jeune artiste, c'était une chance ou un inconvénient de se retrouver dans la capitale ? Moi, je suis déjà parti pour les études. D'accord. Moi, j'avais fait un BTS à Roubaix et je suis rentré à la FEMIS, qui est une école de cinéma en son. Moi, je suis passionné de son, en fait, donc j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin d'aller jusqu'au bout, de connaître ce que je faisais en parallèle de la musique, qui était une passion, même si je savais qu'au bout du tunnel, j'étais tellement passionné qu'il allait bien falloir à un moment que je fasse de la musique mon métier. Et donc, évidemment que c'est une chance. Et en France, la scène musicale, elle est à Paris, en fait. Particulièrement dans la musique électronique, il y a les meilleurs clubs, les meilleures salles de concert. Il y a tous les studios de musique légendaires français qui sont à Paris. Mais à Paris, il y a moins de ce qu'on appelait les SMAC, donc ces salles des musiques actuelles, comme le Tetris au Havre, par exemple, qui aident énormément les artistes en local. À Paris, il y a le Centre FGO, Barbara, mais il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus des cercles privés d'artistes. Donc à ce moment-là, tu as un petit peu peut-être changé de... Tout à fait, mais c'est parce qu'on change un peu de ligue. C'est-à-dire que... non, mais il y a vraiment ça, c'est comme un jeu vidéo. Moi, je vois ça de manière ludique, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord de sa ville,
on essaie de conquérir le territoire et après on a besoin de changer d'échelle, on a besoin de rencontrer de changer les personnes avec qui on travaille. Moi aujourd'hui Paris, en fait je me sers toujours, par exemple FGO Barbara qui est une salle de musique actuelle aussi, je continue à travailler avec eux parce que c'est un moyen facile et économique parce qu'on a encore besoin de rentrer dans une économie. Par exemple pour répéter, moi j'ai fait des répétitions pour mon live là-bas et on bosse en partenariat avec eux pour faire des choses, pour faire des écoutes. Donc c'est moins utile. En fait, c'est peut-être un terreau moins fertile à Paris, quoi, parce que c'est moins facile d'avoir des salles ou des choses à petite échelle. Mais une fois qu'on a fini sa plus petite ville, c'est cool de monter. Alors, donc on a parlé de ce début de carrière et maintenant on va parler de l'accompagnement en tant qu'adulte de ces mêmes collectivités. Alors notamment pour toi, Amina, qui a un énorme objectif dans les années à venir, ce sont les Jeux Olympiques. Félicitations. Aujourd'hui, tu as un statut de boxeuse amatrice, tu me racontais. Donc, pour rappeler au public, le statut de boxeur amateur ne reflète pas du tout le niveau, ce que tu m'expliquais, mais qui te permet de participer aux Jeux Olympiques, ce qui n'est pas le cas des boxeurs professionnels, mais que ça va changer dans les années à venir probablement. Donc, qu'est-ce qui peut t'aider aujourd'hui pour vivre de ta passion et de ton métier, puisque concrètement, financièrement, c'est pas forcément évident d'être boxeuse amatrice, pardon. C'est ça. Aujourd'hui, en tant que boxeur amateur, je reçois une aide de la Fédération française de boxe, mais également j'ai un énorme soutien de la région Normandie, du Havre, et également du Havre Seine Métropole, dont je suis ambassadrice, donc qui très clairement nous verse une aide mensuelle. Et nous, bien évidemment, tout naturellement, on représente le sport havrais. Et on essaye d'inciter un maximum les jeunes à la pratique sportive, que ce soit la boxe ou n'importe quelle pratique sportive. L'objectif, c'est vraiment de les pousser à faire du sport. Mais concrètement, tu ne peux pas mener même un mi-temps à côté. C'est ça. Mais aujourd'hui, j'allais en venir, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de salaire fixe parce que tout simplement, je n'ai pas d'emploi. Et en tant que sportif de haut niveau, c'est très compliqué de travailler parce qu'on s'entraîne 2 à 3 fois par jour quand on est sur des préparations. En équipe de France, je suis en stage ou en tournoi 15 jours par mois. Et à un moment donné, il n'y a aucune entreprise qui peut rémunérer quelqu'un à 100% qui n'est jamais là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à la recherche de partenaires qui puissent m'accompagner dans ma préparation et dans mon projet olympique. Des sponsors, c'est-à-dire, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que tu peux revenir sur le statut ambivalent entre boxeur? Pourquoi, par exemple, tu ne passerais pas en boxeur professionnel ou dans quelques années pour pouvoir accéder aux Jeux Olympiques? Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est autorisé depuis 1 an que les boxeurs professionnels puissent participer aux Jeux Olympiques. Mais jusque-là, ce n'était pas envisageable pour moi de passer professionnel si je n'avais pas participé aux Jeux Olympiques, parce que ça reste une compétition, même la compétition majeure. Et quand j'ai commencé la boxe, ma première question à mon entraîneur, c'était quelle est la compétition la plus importante? Il m'a dit c'était les Jeux Olympiques. J'ai dit je veux participer aux Jeux Olympiques. Et par la suite, je verrai ce qu'il y a à faire. Mais là, l'objectif, c'est les Jeux Olympiques et je ferai rien d'autre. On y croit. Alors, est-ce que pendant la pandémie, on va dire la crise mondiale a gelé certaines de vos aides, tout simplement? Des aides que vous recevez. Par exemple, Mid, tu es intermittent du spectacle, tu me racontais. Donc concrètement... Au contraire, non, moi, il y a eu en fait, on est en année blanche en tant qu'intermittent du spectacle, donc ce qui soulage beaucoup de musiciens, quoi. Parce qu'il faut savoir, et c'est là où on se rejoint, c'est que un moment quand on soit sportif, quand on vit de sa passion, on peut pas. C'est difficile de faire quelque chose à côté parce que c'est sa passion, c'est sa vie. C'est-à-dire que moi, Donc toi, tu en vis aujourd'hui, oui, en tant qu'intermittent, grâce à tes DJ sets, live. Et c'est fou que ça n'existe pas pour le sport, en fait. Enfin, je pouvais pas. Ça, il n'y a pas un statut d'intermittent. Surtout que quand ta passion, c'est pas le foot, c'est compliqué d'en vivre. Voilà, le foot peut en vivre. Non, mais c'est fou. En fait, l'intermittence, ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir compris que, par exemple, être musicien ou être artiste, c'est pas. En effet, moi, je suis DJ, on va dire actif.
Si je joue une fois dans une semaine, je suis actif 1h30 dans cette semaine. Mais il y a tout le travail à côté, et il y a être musicien, c'est vivre musicien, c'est-à-dire se lever, écouter de la musique, télécharger de la musique, faire de la musique tout le temps, être dans un conditionnement qui te permette d'être heureux et créativement que ça fonctionne, quoi, que ce soit fluide. Et il faut être apaisé par rapport à ça. Et l'intermittence, en fait, ça permet ça. Et alors, pendant la quarantaine, comment tu as pu... Moi, pendant la quarantaine, j'ai décidé de rester actif créativement en faisant des live streams, ce qui ont permis en fait de rester en contact avec ma communauté. Parce qu'en gros, moi, le confinement est tombé quand j'étais aux États-Unis et que j'allais commencer une grosse tournée. Donc pour éviter déjà la déception et le côté parce qu'en fait ça te touche en fait, tu vois. Tout est tombé à l'eau, ouais. En fait, quand tout tombe à l'eau, il y a pas moi dans le civil et moi en tant qu'artiste. Moi je suis. Émotionnellement, c'était dur. C'est dur en fait de se dire qu'on va plus tourner, en fait, de changer complètement son mode de vie, de plus être face à son public, de plus communiquer. Donc je suis rentré en France et j'ai lancé une matinale quotidienne. Qui a permis en fait déjà de garder l'énergie et ce flux créatif et agréable. Et en plus pour les gens c'était super parce qu'on a créé une vraie communauté autour de cette émission. Il y a même un couple qui s'est formé. Enfin, ils sont devenus tous amis en fait. Ils sont là 500 à avoir créé un petit forum. Des ultra fans. Des ultra fans et qui se retrouvent en fait dans cette période qui est pas si simple en fait, à s'échanger de la musique, à parler. On se retrouve tous ensemble. Et là, évidemment, j'ai beaucoup de streams parce que c'est la nouvelle manière de faire la fête. À chaque fois, ils sont là et puis c'est un peu notre rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on a gardé le moral. Et toi, Amina, justement, pendant le confinement, c'est-à-dire que les clubs étaient fermés, ton école était fermée, comment tu as fait pour tenir le cap et continuer à t'entraîner ? À un moment donné, je me suis très vite rendue à l'évidence en me disant ça sert à rien d'être triste on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont gravement malades. Moi, je vais pas me plaindre parce que les Jeux Olympiques ont été décalés d'1 an ou parce que je suis enfermée chez moi. Et toute l'année, je me plains parce que j'ai pas de temps pour moi. Là, j'en ai eu beaucoup et j'ai vu le bon côté des choses. Donc ça s'est très bien passé. Et donc les entraînements ont repris, j'imagine, depuis. C'est ça. J'ai essayé bien sûr de m'entretenir chez moi parce que sinon la reprise allait faire très très mal. Et puis à partir du 11 mai, on a eu accès au stade, à des entraînements extérieurs. Et puis par la suite, en tant que sportif de haut niveau, on a eu la réouverture des salles un peu plus tôt que le reste. Et du coup, ça nous a permis de se préparer, de se remettre au top. Et là, j'espère la première compétition qui aura lieu, ça sera le 5 octobre en Espagne. D'accord, vous avez déjà des objectifs Oui, là, ils ont recalé un planning. Donc on espère qu'il sera maintenu et que... C'est un peu comme dans la musique, on reprogramme pour l'instant, mais c'est ce qui se passe pour toi pour l'instant, Mid ? Pour l'instant, on n'a aucune visibilité. Ouais, on est un peu dans l'incertitude, quoi. Non, on annule pour l'instant. On annule. Ouais. On annule 2020. Mais nous, dans le sport, ce qui est un peu plus avantageux, c'est qu'on peut faire des compétitions à huis clos. Et donc, toutes les compétitions demandent des tests 3 jours avant, donc comme ça va se passer en Espagne dans quelques jours. Mais après, c'est vrai que dans la musique... Ouais, comme c'est un peu pour un public, c'est un peu plus emmerdant. Alors, est-ce qu'à votre tour, aujourd'hui, vous êtes sollicité par des collectivités pour apporter de l'aide à cette jeune génération qui arrive ? Tu parlais du statut d'ambassadrice que tu avais tout à l'heure, Amina. Mais le statut d'ambassadrice, aujourd'hui, à moi-même, il m'apporte, comme je disais, une aide financière et également une visibilité, donc que ça soit dans ma ville ou au niveau national. Et moi, bien évidemment... Mon projet, mon but, c'est comme je vous disais, de promouvoir le sport, de pousser les jeunes à être motivés, à se donner à fond sur ce qu'ils entreprennent et d'être investis dans quelque chose. Même à la limite, si ça ne va pas être d'être sportif de haut niveau, mais le fait de passer par la case faire du sport et se donner à fond et savoir se dépasser, je pense qu'on va développer ce trait de caractère dans tout le reste, que ce soit à l'école ou dans le travail, ou dans l'éducation en général. Ça forge un certain caractère et ça donne une certaine discipline. Et concrètement, tu as été invitée à des journées portes ouvertes dans des lycées pour présenter ton travail. Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai organisé une initiation boxe au sein du lycée Porte Océane.
Et en fait, c'était sur une journée où je rencontrais des jeunes, donc c'était environ 4 classes. Donc je les rencontrais pendant 2 heures où on faisait un entraînement ensemble. Donc je les initiais à la boxe. Et par la suite, il y avait un échange de 20-15 minutes où ils posaient des questions, où ils étaient très curieux. Et ça fait énormément plaisir de voir des jeunes encore curieux, qui ne sont pas tout le temps sur leur téléphone, qui veulent faire autre chose que d'être sur Instagram, sur YouTube et de regarder la télé. Merci. Merci de le dire. Et toi, Mid, ce désir de passation? Moi, c'est hyper important parce que c'est particulièrement, il y a ce truc de, il faut passer le message aux jeunes que c'est possible. Moi, j'étais dans un lycée privé où on m'a toujours un peu dit qu'il y avait soit l'école de commerce ou soit école d'ingénieur et j'avais pas trop d'autres possibilités, quoi. Et en fait, moi, j'ai besoin de, j'ai un peu une mission de dire c'est possible de faire autre chose. En fait, vous pouvez, peu importe la passion, hein, ça peut être pâtissier ou musicien. Pour moi, on est tous un peu artisans globalement. Mais il faut dire que c'est possible après, moi, il n'y a pas de. Tu le dis comment, via les réseaux sociaux, via moi, la justement, chaîne YouTube, ouais, c'est ça. en fait, je suis super actif sur les réseaux. Je réponds beaucoup, j'écoute beaucoup la musique qu'on m'envoie quand des jeunes m'écrivent. Ça m'est même arrivé de recevoir des kids au studio pour qu'ils viennent faire écouter de la musique pour présenter leur production. Ouais, c'est ça, qu'on échange, quoi. Pour moi, c'est continuer cette tradition rien que du studio. En fait, c'est un vrai endroit de partage, d'échange, pousser les jeunes à faire écouter leur musique, que ce soit pas forcément à moi. Hein, je reçois pas tout le monde. C'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes qui créent leur propre cellule, leur propre label et qui signent à leur tour. Mais il faut surtout passer ce message que ça existe. En fait, c'est possible d'en vivre. C'est pas. Il y a ce message qui fait un peu peur et qu'il faut aussi casser le côté. D'un coup, on devient une star et on tourne dans le monde entier. Ça prend du temps, c'est dur, mais une fois que si on y arrive, c'est vraiment super, quoi. Et quand on est bien accompagné comme vous. Ouais. Alors pour continuer et clôturer notre entretien, je vais laisser la parole à 3 étudiants qui sont à mes côtés, qui se sont intéressés de près à la carrière de nos invités. Donc Orens Gasset, qui est étudiant à Sciences Po Le Havre, Juliette Leblond et Arthur Thierry, qui sont élèves de terminale au lycée Saint-Joseph du Havre. Et je vais laisser Juliette commencer. Chacun a une question à vous poser. Moi, on observe que le nombre de souscriptions de licences sportives a baissé et la ministre des Sports a annoncé peut-être une baisse de 30% due au contexte sanitaire. Donc, je me demandais, comment peut-on inciter la population à pratiquer le sport malgré ce contexte sanitaire et qu'est-ce que les collectivités pourraient faire également ? Mais je comprends que ça a été compliqué et que c'est encore compliqué mais pour la pratique sportive dans les clubs. Et j'imagine qu'il y a des gens ou des parents qui ont assez peur de reprendre dans un club, donc de ne pas vouloir se réinscrire parce qu'ils ont peur d'être contaminés ou d'attraper la maladie de cette façon. Après, aujourd'hui, l'objectif, c'est de ne pas lâcher prise, de continuer à se maintenir chez soi, de rester motivé. En fait, ce n'est pas une fatalité. Certes, c'est un virus, c'est compliqué, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Faut continuer, il n'y a que ça à dire, en fait. La motivation. C'est ça, c'est la motivation, tout simplement. Tu avais d'autres questions à poser ? Non, ça va, merci. Eh bien, Arthur, à toi de poser ta question. Oui, moi c'était plutôt à Mid, du coup. Au niveau de la culture, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui détournent de la culture ou qui ne se retrouvent pas dans certaines propositions. Comment vous, les artistes ou les collectivités, vous pourriez faire pour attirer ces jeunes vers une culture qui soit actuelle et dynamique ? Il faut montrer que, en fait, on met souvent d'un côté, dans un schéma un peu ancien, un côté, il y a la nouveauté, c'est-à-dire les réseaux sociaux, des formats très courts, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Instagram, qui rendent ça peut-être un peu pauvre. Mais en fait, moi, mon métier, particulièrement où je fais de la musique
indie, quoi. C'est un truc indépendant. Je fais de la musique particulièrement commerciale. C'est de montrer qu'en fait, on peut utiliser ces moyens modernes pour faire des choses intéressantes, qu'on peut être accessible, qu'on peut faire la fête en jouant pas forcément de la musique débile, qu'on peut organiser des choses et être créatif. De manière moderne en fait. Faut surtout pas séparer les deux, quoi. C'est là où il faut pas se tromper. Et moi en effet du coup j'ai un peu et mon label et les gens avec qui je travaille, on a cette mission de montrer que il n'y a pas la modernité qui est bête et une manière plus classique de faire de la musique qui serait intelligente. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on a vu beaucoup de jeunes artistes ces dernières années émerger grâce aux productions qu'ils avaient, enfin aux chansons, si vous voulez, qu'ils ont publiées directement sur Instagram ou maintenant plus récemment sur TikTok et qui ont été repérées pas forcément par des labels, des majors ou des grandes structures, mais juste par des artistes. Je pense à Lord Esperanza qui a créé son label et qui ont renvoyé l'ascenseur en signant par exemple une jeune rappeuse qui s'appelle Sally et qui maintenant elle-même commence à évoluer et a été signée sur des grosses structures. Donc en fait, parfois, grâce à ces réseaux qu'on peut sembler un peu idiots, en tout cas dans la musique, ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui se font repérer. Ouais, et on me demande souvent, genre, maintenant, il y a beaucoup d'artistes, comment on fait pour s'en sortir, c'est compliqué, etc. Moi, je trouve que ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui pour faire de la musique déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'un énorme studio en ronce de noyer. On peut avoir un petit PC pourri et ça peut fonctionner et être cool, c'est pas forcément de la musique cheap. Et c'est aussi facile de sortir de la musique, c'est facile de la promouvoir, c'est facile de faire son image, c'est facile de même prendre des photos. Avant, pour faire des photos promo, il fallait trouver un pote photographe qui avait un appareil photo numérique cher. Je pense à ça, je te dis, moi, c'était au début, je te dis, il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu prends ton iPhone, tu fais tes photos, tu fais tes trucs, et tu peux avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose et qui est vraiment cool. En fait, le nerf de la guerre, pour reprendre ce que tu disais, Amina, c'est la motivation dans tout ça. On y revient toujours. C'est dans tous les domaines. À un moment donné, si on n'est pas motivé... Et il faut faire, en fait. C'est-à-dire, il y a ce truc c'est aussi simple. C'est-à-dire, par quoi je commence pour, par exemple, faire de la musique? C'est une question qu'on me demande, c'est par quoi je commence pour me lancer dans la musique? Moi, ma réponse, c'est fais-en, en fait. Et puis, c'est pas grave de se tromper. Moi, j'ai vu beaucoup d'artistes qui, aujourd'hui, sont très connus, et je tairai le nom de leur premier projet, mais qui ont essayé, qui ont tenté, ça n'a pas marché, ils n'ont pas trouvé leur public, puis ils ont essayé autre chose, et ils sont revenus avec un autre nom de scène, et puis d'un coup, ils explosent. Donc, voilà, il faut se lancer, quoi. Et on va finir avec notre dernier étudiant de Sciences Po. Je te laisse la parole. Oui, alors déjà, merci à vous deux pour votre engagement pour les territoires. Moi, ça me fait plaisir à titre personnel. Et j'avais une question pour toi, Hamid, particulièrement, c'était de savoir ce qui t'avait donné envie d'intervenir sur les territoires et quelle est votre motivation, en fait, en parlant tous les deux des territoires comme ça. Est-ce que vous repérez des talents? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les territoires? Moi, je trouve que, en fait, le fait de... Ma vie de tous les jours, en fait, moi je suis un artiste plutôt qui marche pas mal en France, et donc je voyage beaucoup en France. Donc c'est-à-dire que je vois beaucoup la France, je vois les différents clubs, les différents pays, les différentes cultures, tu vois. Et donc je suis hyper attaché à ce truc-là, tu vois. Moi je t'avoue que là, ne pas avoir tourné pendant presque 6 mois, j'ai eu une petite émotion à prendre le train, arriver, avoir un runner, arriver à l'hôtel. Parce que normalement, c'est ma vie. À être sur scène. D'être sur scène et de voyager, de prendre le train, de rencontrer des gens, d'être accueilli, de parler. Et je suis hyper attaché à ce truc-là et à quel point la France est intéressante. Cool et surtout et que chaque endroit a ses particularités, quoi. Donc et moi c'est ce qui m'a construit, le fait les territoires, c'est ce qui m'a construit, et la diversité, la manière dont j'ai été aidé et suivi. Donc et c'est vrai que musicalement parlant, la France, elle a un réseau énorme de salles. Dans chaque ville, il y a une SMAC, donc il y a une salle de musique actuelle qui accompagne ces artistes, qui les promeut dans les tremplins locaux et nationaux, comme les Inuits du Printemps de Bourges, qui font un travail énorme pour venir chercher, drainer des jeunes talents, les présenter aux professionnels chaque année au festival, qui n'ont plus lieu et qui auront lieu prochainement. Donc non, on est plutôt bien récompensé là-dessus. Hein. Et on a la chance, il y a des aides, vraiment. En France, d'être...
on a la chance d'avoir un rayonnement mondial, malgré qu'on soit un minuscule pays. On a un rayonnement mondial en musique, je dis musique électronique par exemple. La musique électronique française, elle est connue dans le monde entier, quoi. Et il y a un soutien aussi d'organismes comme l'Institut français aussi. Je ne sais pas si tu en as Tout à fait, bénéficié, moi. Ah, mais bien qui, sûr, moi c'est. qui permettent de faire des tournées. Oui, c'est bientôt la fin. J'annonce la fin. Tout doucement, avec mes pattes de velours. Merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Oren, sur ta question? Oui, je voulais savoir, parce que je crois que tu bosses avec Headbangers. Est-ce que Headbangers, il repère des talents, par exemple, comme sur les territoires? Est-ce qu'il quoi, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il repère des talents? Est-ce qu'il traverse la France aussi comme toi pour, Tout à fait, on voyage, mais c'est pas. Après, aujourd'hui, grâce à Internet, heureusement, on reçoit les démos sur Internet et on les écoute tranquillement chez nous. Mais oui, on voyage énormément et on est super attachés à la France, évidemment. Merci à tous. Merci.